D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à Hightech. J'étais aux premiers Hightech. Je reviens à mes premières amours, même si je fais encore un tout petit peu de coronarographie. Et la formule bref de comptoir m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que je vais le raconter sur un ton un peu badin. Qu'est-ce qui nous reste? Ou plutôt, où on en est maintenant de la fermeture de FOP après l'étude Respect, sachant que la problématique des FOP, ça date maintenant de plus d'une quinzaine d'années. Alors, avant et après Respect, il y a des indications qui ne sont pas discutées, même par nos caisses. C'est remarquable. C'est le FOP responsable d'un champ de droit-gauche à pression pulmonaire normale, comme on le rencontre chez les congénitaux, qui sont mes amours actuels. L'Epstein, l'atrésie pulmonaire à septum intact, le HUL, qui est à classer dans les congénitaux, et avec des dysfonctions de VD qui peuvent entraîner un champ de droit-gauche par l'intermédiaire d'un FOP. Le syndrome platypné-orthodéoxie, le pneumonectomisé, l'infarctus du VD, j'en ai eu quelques-uns qui ont bénéficié de la fermeture d'un FOP par champ de droit-gauche, donc ça, on le laisse de côté, c'est pas discuté. Il est intéressant de voir que des indications sont peu discutées par les cardiologues et même par les vasculaires. C'est les embolies systémiques ailleurs que dans le cerveau. Où on discute beaucoup, c'est pour le cerveau et ce sera le propos de ma brève de comptoir. Absence d'indication pour les migraines, c'est à peu près classé, quoique on y reviendra certainement, je pense. Moi, je officierai plus à ce moment-là, mais je crois que le problème est pas complètement, enfin, que la problématique se reposera. Et la plongée, alors pour certains, pour les plongeurs professionnels, il est recommandé de détecter le FOP et éventuellement de le fermer, mais c'est très, très discuté. Le gros problème, c'est pour les accidents vasculaires cérébraux et les accidents ischémiques transitoires cryptogéniques des neurologues, où on a avant Respect 2 études randomisées. Je vais me cantonner pas aux études observationnelles, mais aux études randomisées, Closure 1 et PC-Trial, dont l'enseignement, c'est que finalement, c'est peu souvent que les patients récidivent. Le problème, c'est que la récidive peut être grave, mais enfin, on reviendra sur ce sujet-là. Et ces 2 études nous disent qu'il n'y a pas de supériorité de l'occlusion mécanique par rapport au traitement médical. Quels sont les enseignements de Respect, qui a donc été publié l'an dernier? Respect, c'est une étude qui compare fermeture de FOP par une seule prothèse, qui est le PFO en Platzer, versus traitement médical, agrégation anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant. Et on analyse les événements qui sont décès, accident vasculaire cérébral fatal et non fatal. 980 patients, et cette étude est originale puisqu'elle avait pour objectif d'atteindre 25 événements. C'est tout à fait modeste. Et on a atteint les 25 événements après plus de 2 ans d'observation sur 980 patients. Vous voyez un peu comment les statistiques peuvent parler dans de telles conditions. Eh bien, on arrive à un petit p à 0,08. Et l'enseignement, bien sûr, de la littérature, c'est de dire que de fermer un FOP ne sert à rien. Mais revenons tout de même sur l'analyse de Respect et voyons que sur les 9 événements du groupe traité par Amplatzer, 3 patients ont été randomisés et n'ont pas eu effectivement l'Amplatzer. Donc, ils ont été traités au point de vue statistique en intention de traiter. Un a fait une récidive entre randomisation et le geste. Un a refusé finalement le geste, bien fait pour lui. Et l'autre randomisé a dû avoir un pontage aortocoronarien pour un SCA et il a eu, en même temps que le pontage, la fermeture chirurgicale et il a fait l'accident vasculaire cérébral post-opératoire. Et si on enlève ces 3 patients, mais là, le professeur n'a pas le droit de faire ça, on arrive à un P à 0,007. Et puis depuis Respect, il y a eu cette méta-analyse qui a été publiée aussi tout à fait récemment et qui poule les 3 grands essais que je vous ai montrés. 2303 patients, 1150 dans le groupe 4T interventionnel, 1153 groupe médical, suivi moyen 3 ans et demi, perdu de vue beaucoup, 12%. 98 événements vasculaires, ce qui veut dire que dans les deux premières études randomisées, il y avait plus d'événements que dans Respect. Événements vasculaires, AVC, AIT, et vous voyez que quand on poule tous ces résultats et qu'on additionne AVC, AIT, on arrive à un petit P à 0,004, donc très significatif. Par contre, quand on enlève les AIT et qu'on reste seulement aux AVC, on arrive à un petit P 0,09. Et là, les neurologues nous disent, bah oui, c'est normal, parce que les AIT,
c'est multicentrique et certains neurologues vont dire que c'est un AIT, d'autres vont dire que c'est pas un AIT. Quand on fait le composite d'essais événements neuro, embolie périphérique en intention de traiter avec les réserves que j'ai fait tout à l'heure, mais qui sont iconoclastes, on arrive à un P tout de même à 0,05 avec une réduction de risque qui est de 33%. Intéressant dans cette méta-analyse, la fibrillation auriculaire, 36 dans le groupe 4T contre 6 médical. Donc nos petits engins, ils sont quand même arythmogènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on enlève Closure One, qui, pour ceux qui connaissent Closure One, était fait avec un seul dispositif qui était la NMT, c'était cette petite araignée avec des pattes qui grattaient un peu, eh bien, on n'a plus de différence significative. Donc, la NMT était peut-être un peu plus arythmogène. Influence non significative pour l'âge et l'anévrisme du septum interauriculaire. Ça, c'est intéressant. Par contre, il y a une tendance pour le shunt permanent à travers ce septum interauriculaire. Pas de décès pour les procédures, ça c'est très intéressant. Et puis, où en est-on? Eh bien, où en est-on de CLOSE? CLOSE, c'est une étude, donc je suis du comité de cet essai, donc je peux en dire tout le bien et le mal que j'en pense. On avait, en 2008, commencé cette étude en se disant on va recruter en 3 ans nos 900 patients. Eh bien, nous sommes maintenant à plus de 5 ans et avec difficulté, on arrive à nos, je crois qu'on est à 600 à peine, parce qu'on a des difficultés d'inclusion. Nos patients sont difficiles à inclure et puis les neurologues sont aussi difficiles à motiver dans cette étude. On en reste donc pour l'instant au reco de l'AHA et de l'ACC que vous connaissez, où en gros, vous lisez seulement le 3e paragraphe, que les datas sont insuffisantes pour donner des recommandations sur la fermeture du FOP chez les patients qui ont un premier accident vasculaire, et que ça peut être considéré pour des patients qui ont une récurrence d'accident vasculaire cryptogénique en dépit d'un traitement médical. On en reste en France sur les recommandations de la SFC, de la Société française de pathologie neurovasculaire, qu'on a écrite en commun, et qui est finalement assez large, mais qui n'est pas suivie par nos caisses, puisque nos caisses, actuellement, ne remboursent, théoriquement, ne remboursent que les FOP hypoxémiants. Mais on avait été assez large, notamment pour le troisième tiré, on avait écrit FOP avec ASIA et refus du traitement anticoagulant par le patient, ce qui laissait tout de même une latitude d'opération qui était large. Et puis je veux terminer moi aussi par mon observation, mais que j'aime bien celle-là, parce que c'est une histoire initialement qui est banale. Une dame qui a 70 ans, elle date de l'an dernier, enfin du dernier trimestre, elle fait l'aphasie, monoplégie droite, elle est âgée, durant 10 minutes, mais l'IRM cérébral nous montre 2 impacts ischémiques, et ce qui est beaucoup moins banal, et j'en ai pas vu de cas dans les littératures, c'est qu'en 2004, elle a fait cogiter beaucoup les neurologues et les neurochirurgiens, puisqu'à la suite d'une crise commerciale, d'un état de torpeur inquiétant, on lui a découvert un abcès cérébral. L'abcès cérébral a été drainé, c'est un abcès à staphylocoque. Eh bien, cette femme a fait finalement un abcès cérébral, comme dans les cardiopathies cyanogènes que nous, congénitalistes, on connaît bien, par embolie droite-gauche à travers son septum interauriculaire qui, regardez-le, avait un anévrisme volumineux et un shunt permanent. Donc, elle rentrait quand même dans les critères importants. Et quand on fait le contraste, eh bien, j'allais dire, regardez les staphylocoques qui passent de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, vous les voyez. Eh bien, dans ces cas-là, on n'hésite pas trop, on met notre petite soucoupe volante et on voit que quasiment immédiatement, avec ces prothèses qui sont vraiment anodines, on obtient quasiment l'occlusion complète, mais ça se passe après dans les semaines qui viennent. Alors, là, je vais être iconoclaste. Biostatistique et evidence-based medicine, je me permets de dire que ça nous fait faire, j'ai le droit de le dire maintenant puisque je suis en fin de carrière, des progrès incontestables et majeurs pour guider nos pratiques, mais restons critiques et restons des médecins artisans. Vous voyez que sur la petite diapo que j'aime beaucoup de lignes ici, on peut interpréter son bilan comme on le veut quand on sait bien manier les statistiques. Vous arriverez peut-être pas à lire celle-ci, mais c'est exprès que je l'ai mis quasiment illisible. La fermeture d'un FOP est un geste simple et pratiquement sans risque dans les mains pas expertes. C'est facile de fermer un FOP, mais il faut en avoir fait une trentaine tout de même pour savoir que l'on ne sera pas, délétère pour notre patient.
Ce que nous faisons, eh bien, on essaie d'inclure dans les patients dans l'étude close, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend des neurologues. Pour ma part, moi, j'ai 3 CHU référents pour techniquer ces patients-là, et j'observe une très grande disparité de recrutement entre les différents neurologues des CHU et une grande disparité d'indications. Quand on a des récidives cliniques et ou séquelles IRM indiscutables d'impact ischémique, on n'hésite pas trop. On raisonne sur le type de FOP, l'anévrisme, même s'il ne ressort pas dans la méta-analyse, et le shunt permanent qui, lui, ressort. L'âge, la profession, le sport pratiqué par le patient, la durée et les risques d'un traitement anticoagulant en fonction d'une récidive. Chaque dossier est très argumenté, on le staffe et je pense qu'ils sont tous défendables. Je vous remercie.